Alors, vous l'avez peut-être vu dans la plaquette, j'ai vu que la conférence était annoncée aussi comme un discours sur la mémoire du nazisme, donc je conclurai avec ça pour ce dernier quart d'heure. Quelle mémoire on a eu du nazisme dans l'immédiate après-guerre et quelle mémoire on en a aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait de ce poids du nazisme, à la fois en Allemagne et à la fois en France. Idée reçue classique, le nazisme est mort dans le bunker avec Hitler le 30 avril 1945. Hitler est mort, donc le nazisme est mort. On n'en parle plus, chape de plomb. Conférence de Potsdam, la dénazification est mise en place par les Alliés et tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien, même en Allemagne, même dans l'Allemagne de la RFA. On est loin d'aller bien dans son rapport viscéral, culturel au nazisme. Regarde, j'ai fait une erreur. Février 51, la photo. Je suis allé un peu vite dans la légende. Alors j'adore cette photo parce que c'est une photo qui représente un piège absolu pour l'historien. Février 51, on est en banlieue de Munich, prison du Landsberg. Il y a quelqu'un qui est emprisonné dans ces cellules, c'est ce fameux Otto Ohlendorf dont je vous ai parlé, un des chefs des Einsatzgruppen. Les chefs des Einsatzgruppen, globalement, vont tous être arrêtés. Paul Blobel, Odilo Globoknik, Arthur Nebe, Otto Ohlendorf, jugés, emprisonnés. Et vous avez 4000 personnes qui viennent manifester devant la prison où est enfermé Ohlendorf. Ohlendorf est condamné à mort. Bon, la réaction logique, c'est 4000 personnes qui viennent crier « mort aux bourreaux, mort aux nazis ». Eh bien non, c'est une manifestation de soutien à Otto Ohlendorf. On est en janvier-février 51. On est 6 ans après la chute du Troisième Reich. Vous avez 4000 personnes qui, visage découvert, pour regarder, il y a toutes les générations. Vous avez des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils viennent manifester leur soutien à Otto Ohlendorf, qui est quelqu'un qui aurait participé à la gloire de l'Allemagne. Donc le nazisme n'est absolument pas mort avec Hitler dans le bunker en 1945. Vous avez une contre-manifestation ce jour-là, 300 juifs qui vont arriver en disant « Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire ?» Et ces gens-là vont commencer à entonner « Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus », les juifs dehors, dans l'Allemagne, dans la RFA des années 50. Donc on n'a jamais complètement, dès les années 50, alors, là encore, c'est quelque chose que vous connaissez, la dénazification n'a pas été un succès. La dénazification est une très belle idée. Dans la pratique, ça a été extrêmement complexe à mettre en œuvre. Mais c'est même au-delà de ça. Vous avez encore une partie de la population allemande qui a été complètement imprégnée après-guerre de ça. Ce n'est pas propre aux Allemands. Vous avez dans la Pologne de Gomulka pendant la guerre froide, on a un antisémitisme très profond. Et en France également. Donc ce n'est pas propre à l'Allemagne, mais ça reste présent en Allemagne. Toujours est-il que les Allemands ont quand même progressé à pas de géant par rapport à cette mémoire du nazisme, avec des initiatives que vous connaissez peut-être si vous êtes allé en Allemagne ces 10-15 dernières années, et même dans des pays hors d'Allemagne, puisque ça commence à fleurir un peu en France, beaucoup en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas. C'est la volonté de montrer et d'assumer pleinement dans l'espace public la présence du nazisme et d'en faire quelque chose de mémoriel, que le nazisme devienne un objet de mémoire autant qu'il est un objet d'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez ces œuvres, ce sont des œuvres qu'on appelle les Stolperstein, les pierres de trébuchement. On va avoir des pavés en laiton, donc c'est Gustav Deming qui a créé ça en Allemagne il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. On va inscrire en fait le nom de la personne qui a été raflée, déportée et exterminée, avec sa date de déportation et son numéro de convoi parfois, et on va dire où est-ce qu'il a été exterminé. L'avantage, c'est que vous allez trébucher sur ce pavé, ce qu'il affleure légèrement sur les trottoirs. Donc c'est le moyen de heurter la population. De dire, regardez, à cet endroit-là, vivait un juif ou une famille juive, et cette famille n'est plus. Sur une diapo, j'avais dit le nazisme, le génocide, processus du vide. Et bien là, on est en train, en quelque sorte, de combler ce vide par des logiques mémorielles et des politiques mémorielles fortes et assumées. Assumées dans une partie de l'Allemagne. Parce qu'il y a une ville qui continue à rechigner à installer ces Stolperstein, c'est Munich. Et le problème, c'est que Munich, c'est quand même le berceau du nazisme.
Le nazisme, le NSDAP s'est forgé à Munich. Donc ça reste des éléments encore extrêmement politiques en fonction de la couleur politique de la municipalité qui veut bien ou non mettre ses pierres de trébuchement. Donc globalement, on pourrait imaginer qu'il y a consensus en Allemagne et partout sur la planète sur le nazisme, mais bien évidemment, on est bien obligé de conclure et de dire deux mots sur ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans ignorer la percée, qui est plus qu'une percée, d'un parti qui, depuis 2017 maintenant, l'AfD, Alternative für Deutschland, qui, alors là encore, on pourra en discuter ensemble si vous le voulez, a tendance à surfer un peu dans une rhétorique qui pourrait laisser penser qu'on a affaire à un parti, alors bien évidemment d'extrême droite. Est-ce qu'il est néo-nazi ou pas? Ça, on pourra en discuter. Mais en tout cas, on assiste à quelque chose qui est bien évidemment du révisionnisme historique. Chose impensable en Allemagne. Je vous rappelle que depuis 1949, la mémoire du nazisme est une mémoire qui est codifiée, encadrée par la loi en Allemagne. C'est quelque chose qu'on appelle la loi fondamentale, c'est un peu comme, si vous voulez, une inscription, c'est comme si c'était marqué dans le préambule de notre constitution à nous, la loi fondamentale. Le nazisme est criminalisé. Toute référence au nazisme ou révision de l'histoire du nazisme est interdite en Allemagne. Et si vous écoutez et lisez les discours de l'AfD depuis le 2017, on se rend compte qu'ils s'assoient largement sur cette loi fondamentale. Il faudrait réexaminer au cas par cas le parcours des SS. Ben non, la SS est reconnue organisation criminelle par le tribunal militaire international de Nuremberg. Il y a une décision de justice, la SS est criminelle. Mais Alexander Gauland, un des membres de l'AfD, il y a 2 ans, n'a pas hésité à parler de ça. Le nazisme est une fiente d'oiseau à l'échelle de l'histoire de l'Allemagne. Voilà les discours des dirigeants de l'AfD. Bon, on est en train de banaliser et de relativiser le nazisme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau en Allemagne. Relativiser et banaliser le nazisme, on l'a fait en France, on l'a fait en Italie, et voilà qu'on commence à le faire en Allemagne. De là à dire que c'est du néo-nazisme, non. Si vous avez bien compris le fil de ma pensée, le nazisme est articulé par une vision du monde antisémite. Le néo-nazisme reprend les codes de cette vision du monde. Ce n'est pas le cas de l'AfD. L'AfD est un parti raciste, xénophobe, et qui reprend des codes qui relèvent davantage du suprémacisme. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité entre les personnes, mais il n'y a pas de volonté de cibler spécifiquement le juif. Alors je conclus juste en vous donnant 3 exemples, peut-être pour que vous ayez en tête vraiment la particularité de ce qu'est le nazisme. Ces exemples, moi je reprends avec les élèves ou les étudiants, ou même avec les profs en formation, parce que même des profs qui me disent « mais comment vous pouvez vraiment nous prouver par A plus B que n'importe quel nazi faisait de son antisémitisme le cœur de sa pensée ?» Je prends toujours 3 exemples. Vous allez voir, ils sont simples à comprendre. Un exemple avant la guerre. 1938, en Allemagne, vous avez une série de lois qui s'appellent les lois d'arianisation économique. On exclut les juifs de la vie économique et sociale, enfin sociale c'était déjà le cas, mais on exclut les juifs de la vie économique. Exemple, une usine de production, quelle qu'elle soit, appartenant aux juifs, devient propriété de l'État, et surtout les juifs ne peuvent plus exercer d'activité professionnelle en lien avec l'État. Quel autre régime qu'un régime profondément animé par l'antisémitisme peut se priver de 500 000 paires de bras alors qu'on est à quelques mois de l'invasion de la Pologne? Ça n'a aucun sens et aucune rationalité. N'importe quel régime en pleine marche à la guerre va chercher à augmenter ses moyens de production. Là, vous voyez que le primat de l'antisémitisme l'emporte sur la volonté économique. Deuxième exemple, en temps de guerre et en temps de génocide. Les derniers convois Auschwitz, ils arrivent fin de l'été 1944, début de l'automne 1944. Quand vous avez un convoi sur une ligne de chemin de fer, un convoi chargé de juifs et un convoi chargé de matériel militaire ou de soldats, qui est-ce qu'on va faire primer sur la voie ferrée? Le convoi de juifs. Quel autre régime qu'un régime qui n'est pas profondément antisémite, alors qu'on est en pleine débâcle militaire, ne va pas chercher à essayer de sauver les meubles et à amener le plus vite possible de l'armement, du rationnement ou des hommes? Là encore, ça n'a aucune explication rationnelle, si ce n'est l'antisémitisme. Et dernier exemple, pour vous prouver que le nazisme n'est pas mort dans le bunker avec Hitler, Rudolf Hess,
commandant en chef du camp d'Auschwitz-Birkenau. Quand il est arrêté, il passe de main en main et en 1946, il y a son procès, son jugement. On va lui demander, est-ce que vous avez des circonstances atténuantes à nous expliquer, peut-être à étayer dans votre procès verbal? Il dit, ben non. Sa phrase, c'est « On ne peut pas se débarrasser d'une vision du monde à laquelle on a adhéré pendant 25 ans. » Donc je pense que c'est notre ligne de conduite à garder en tête quand on a un bourrage de crâne à ce point extrémiste comme l'ont fait les nazis. Il faut bien évidemment faire attention aux répercussions sur le long terme parce que les processus d'extraction dans nos cerveaux sont extrêmement complexes et parfois simplement impossibles. Je vous remercie. Les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.